Ce matin-là, l'atmosphère dans le port de Saint-Tropez était d'un calme trompeur. L'odeur qui chatouillait les narines des touristes était un mélange d'eau de mer salée, de parfums coûteux, de crème solaire et de croissants frais. En marchant sur le quai, j'observais l'expression insouciante sur les visages des gens. Tous croyaient que le ciel d'un bleu parfait allait durer éternellement. Je ne pouvais pas leur en vouloir, leurs yeux étaient rivés vers le haut, vers ces soleils éclatants. Les miens, quant à eux, étaient fixés au-delà de l'horizon, dans les profondeurs de la mer, sur cette bête invisible qui prenait forme dans les cartes de pression et les données satellitaires. Je m'appelle Bérénice Bejo. La plupart des gens ne me connaissent pas. S'ils me voyaient dans la rue, ils penseraient peut-être que je suis une enseignante à la retraite ou une femme d'âge mûr, discrète et amoureuse de la mer. Mon anorak bleu pâle, les taches de soleil sur mon visage et mes mains durcies par le vent leur raconteraient une histoire banale. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis l'un des officiers les plus gradés de la Marine nationale française. Plus important encore, je suis à la tête du Centre de météorologie et d'océanographie maritime de Brest, le METOC. Je suis la femme qui prend le pouls de chaque vague, de chaque vent et de chaque tempête, de l'Atlantique à la Méditerranée. Mais ce jour-là, sur ce quai, je n'étais qu'une tante, et c'est ce qui a fait que la catastrophe qui allait se produire allait se transformer en une histoire de vengeance personnelle. Ce matin-là, je n'étais pas venue au port pour passer mes vacances. Les dernières données que j'avais reçues du centre de Brest indiquaient une anomalie cyclonique sans précédent depuis 50 ans sur la mer Ligure. Nos modèles donnaient l'alerte rouge. Ce que les présentateurs météo appelaient un week-end ensoleillé était en fait le calme avant le déclenchement d'une bombe atmosphérique. La plupart des bateaux du port étaient remplis de marins amateurs et les avertir était mon devoir de marin, quel que soit mon grade. Et celle-là que je l'ai vue, Julien de Valois. Si vous vivez en France et que vous avez une télévision chez vous, il est impossible de ne pas connaître Julien. C'est la star météo la plus célèbre du pays. Le qualifier de météorologue serait une insulte, c'est un showman. Avec ses dents blanches éclatantes, son teint toujours hâlé et ses cheveux gominés, il brillait davantage par son ego que par ses prévisions météo. Les magazines People le surnommaient « le fils du soleil ». Julien se tenait à l'arrière de son bateau, un modèle l'éternel été, de 12 mètres, fastueux et rutilant, amarré à l'endroit le plus prestigieux du port. Il était entouré d'un groupe de 3 ou 4 admirateurs et d'une jeune femme qui le regardait avec admiration, une coupe de champagne à la main. C'était probablement sa nouvelle petite amie ou son assistante. Pour Julien, il n'y avait pas vraiment de différence entre les deux. Le bateau ressemblait davantage à une boîte de nuit flottante qu'à un navire. Tout était recouvert de chrome, les sièges en cuir étaient d'un blanc immaculé et le bateau ne présentait pas la moindre rayure. De toute évidence, ce bateau n'avait jamais affronté de véritable tempête. Pas encore. Je pris une profonde inspiration. Je ne voulais pas révéler mon identité militaire. Nous étions dans un lieu civil et je ne portais pas mon uniforme. En tant que simple citoyen et marin expérimenté, je voulais simplement l'avertir. Mes pas résonnaient sur le plancher en bois du quai. Le rire de Julien était si fort et si faux qu'il couvrait les cris des mouettes. « Monsieur Julien », dis-je, en élevant la voix pour couvrir le vent. Le ton naturel d'autorité dans ma voix était une habitude acquise au fil des ans. Julien baissa légèrement sa coupe de champagne et se tourna vers moi. Il abaissa ses lunettes de soleil au bout de son nez et me dévisagea de tête à pied. Je connaissais très bien ce regard méprisant qu'un homme porte sur une femme qu'il considère comme insignifiante et inintéressante. « Ah oui, madame, vous voulez un autographe ? J'ai mon stylo à l'intérieur, mais… » Il fit un clin d'œil à la fille à côté de lui. La fille gloussa. « Pas d'autographe, » dis-je, en gardant le calme. « Un avertissement. Je m'intéresse de près à la météorologie. Je ne sais pas si vous avez consulté les données de Brest, mais la pression atmosphérique chute rapidement au large de Ligure. Les isobars se sont tellement rapprochés qu'elles apparaissent presque comme une seule ligne sur la carte. Cet après-midi, un mistral violent va souffler exactement sur votre route. Je ne vous conseille pas de prendre la mer avec ce bateau. » Il y eut un bref silence après mes mots. Puis Julien rejeta la tête en arrière et éclata de rire, comme si je venais de raconter la blague la plus drôle du monde. Il rit tellement fort qu'un marin qui attachait des cordages sur le bateau voisin interrompit son travail pour nous regarder. « Chérie, » dit Julien, sans même daigner descendre du bateau, en me regardant de haut. « Écoutez, je comprends votre inquiétude. Vous avez peut-être des douleurs arthritiques, n'est-ce pas ?
Mes vieilles tantes avaient également mal aux genoux avant qu'il pleuve. Le groupe de flagorneurs qui l'entourait ne tarda pas à rire de cette blague. Les éclats de rire me frappaient comme des gifles, mais je ne bougeais pas. Je sentais mes muscles faciaux se contracter, mais mon expression resta impassible. C'est la première chose qu'on nous apprend dans la marine. Ne montre pas tes émotions. Analyse la situation. Ce n'est pas du rhumatisme, monsieur Julien, dis-je d'une voix un peu plus froide. C'est de la science. Les images satellites montrent un cycle cyclonique au nord de la Corse. Vos cartes ensoleillées sont basées sur les données d'hier. Julien agita la main en l'air, comme pour chasser une mouche. Vous voulez m'apprendre mon métier, madame? Je présente la météo tous les soirs à 7 millions de Français. 7 millions! Mes modèles, mon équipe utilisent les technologies les plus coûteuses du pays. Mes collègues de Météo France m'ont dit « Va profiter de la mer !» Il s'appuya contre le bord du bateau. Son sourire moqueur me donnait la nausée. Quant à vous, vous passez probablement trop de temps sur les forums de complotistes sur Internet, ou peut-être cherchiez-vous simplement une excuse pour me parler. Il s'est tourné vers la fille à côté de lui. Tu vois, Chloé, c'est le prix de la célébrité. À chaque port, il y a un expert. C'est à ce moment-là, à cette seconde précise, je n'ai pas senti quelque chose se briser en moi, mais au contraire se renforcer. Avant de poursuivre cette histoire, j'aimerais vous poser une question. Vous est-elle déjà arrivé d'essayer de révéler une vérité que vous connaissiez à quelqu'un qui vous méprisait uniquement à cause de son titre, de son argent ou de son sexe, et de vous voir fermer la porte au nez? Vous souvenez-vous de la rage impuissante que vous avez ressentie à ce moment-là? Si la réponse est oui, continuez à regarder cette vidéo. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car ce que vous allez entendre dans quelques instants prouvera comment cette colère s'est transformée en une vengeance glaciale. Le sourire arrogant de Julien était pour moi une déclaration de guerre, mais il n'en avait pas conscience. Il ne voyait en moi qu'une vieille dame inquiète. Il ne savait pas qu'il avait en face de lui l'amiral Béjot, qui dirigeait les opérations les plus stratégiques de la marine française, traçait la route des sous-marins et déterminait les heures de décollage des porte-avions. J'ai pris une profonde inspiration. À ce moment-là, j'aurais pu lui révéler mon identité. J'aurais pu lui crier « Je suis l'amiral Béjot, espèce d'imbécile !» J'aurais pu sortir ma carte d'identité militaire de mon portefeuille et la lui jeter au visage. Cela aurait figé son sourire, certes, mais cela n'aurait pas suffi. Cet homme devait payer le prix de son arrogance, non seulement par un moment de surprise, mais aussi par la plus grande leçon de sa vie. Il existe une règle dans la marine, on ne crache pas contre le vent. Et Julien était en train de cracher contre une tempête. « Très bien, dis-je. » Ma voix ne portait plus aucune note d'avertissement. Elle était totalement dénuée d'émotion, totalement professionnelle, comme si je lisais un rapport. « Je vous ai prévenu. Que cela soit consigné dans le dossier. Bon voyage, monsieur Julien. J'espère que vos coûteuses crèmes solaires sont résistantes à l'eau. » Je me suis retournée et j'ai commencé à marcher. Je pouvais encore entendre les rires derrière moi. « Vous avez vu ?» disait Julien derrière moi. « Cette femme est une vraie rabat-joie. Bon, démarrez les moteurs, mettez le champagne au frais. Aujourd'hui, la mer sera lisse comme un miroir. » En m'éloignant du quai, j'ai regardé ma montre. Il était 10h42. Les calculs dans ma tête avaient commencé à fonctionner à la vitesse d'un ordinateur. La vitesse du vent était actuellement de 12 nœuds, avec une direction sud-sud-ouest. La vitesse de chute de la pression était de 2 millibars par heure. Avec ces données, il fallait exactement 4 heures pour que la mer, lisse comme une nappe, dont parlait Julien, se transforme en enfer. Je me suis assise dans le petit café à la sortie du port. Je me suis installée dans une table dans le coin du café de Paris et j'ai commandé un espresso. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Non, pas pour consulter la météo, je la connaissais déjà. J'ai composé un numéro spécial dans mon répertoire, le directeur du Centre de coordination de secours en mer de Toulon, mon ancien camarade de promotion, le commandant Laurent. Le téléphone a sonné 2 fois avant d'être décroché. « Amiral, à cette heure-ci, pendant vos vacances ?»« Laurent, » j'ai dit, et le sérieux de ma voix l'a immédiatement mis en état d'alerte. « Au large de Saint-Tropez, aux coordonnées 43 degrés nord, 6 degrés est, je veux que vous vous prépariez pour une opération de recherche et de sauvetage. » Laurent était surpris. « Monsieur, il n'y a pas de signal d'urgence dans cette zone pour le moment. Le temps semble calme. »« Pas encore, » répondis-je, en fixant du regard le bateau « L'Éternel été » qui quittait lentement le port, laissant derrière lui une sillage d'écume blanche. Julien posait à la Titanic à la proue de son bateau. Pauvre idiot arrogant. « Mais il y en aura un dans environ 4 heures, continuai-je. Et Laurent, je serai dans l'hélicoptère, en personne. À vos ordres, amiral. Mais y a-t-il une situation particulière ?» Je souris, mais ce n'était pas un sourire chaleureux, c'était le sourire d'un chasseur qui a piégé sa proie, d'un loup qui sent l'approche de la tempête. « Non, Laurent,
répondis-je. Disons simplement qu'il s'agit d'un exercice d'entraînement, un test sur la force de portance de l'arrogance. Je raccrochai le téléphone et pris une gorgée de café. Il avait un goût amer, mais à ce moment-là, il me semblait être le vin le plus doux au monde. Julien de Valois allait découvrir à quel point la renommée et l'argent qu'il avait gagné en présentant des prévisions météorologiques mensongères à des millions de personnes étaient insignifiants face à la véritable puissance de la nature. Et c'est moi-même qui allais lui donner cette leçon, avec la facture. Le soleil brillait toujours, mais je voyais que la couleur du ciel commençait à virer au bleu océanographique, au bleu tempête. Le jeu avait commencé. En quittant Saint-Tropez pour prendre la route côtière en direction de Hyères, j'ai éteint la radio de ma voiture. La musique perturbait le rythme de mes pensées. Le seul son dont j'avais besoin était le grondement de la tempête qui approchait dans mon esprit. La base aérienne navale de Hyères n'était qu'à 1 heure du monde superficiel et parfumé de Saint-Tropez, mais l'atmosphère y était telle qu'on se serait cru sur une autre planète. À mon arrivée, un jeune caporal en uniforme m'a arrêté, une modeste berline immatriculée en civil. Lorsque j'ai baissé la vitre, j'ai vu sur son visage une expression lasse qui semblait dire « Encore une touriste qui s'est perdue ». « Madame, c'est une zone militaire, l'accès est interdit, les plages sont à l'est », a-t-il commencé. J'ai retiré mes lunettes de soleil et je l'ai regardé pendant 2 secondes seulement. Ces 2 secondes ont suffi pour qu'il ressente la hiérarchie dans ses tripes. Je lui ai tendu la carte magnétique qui se trouvait dans mon portefeuille. Le bip aigu émis par le lecteur de carte et le message « Amiral Béjot, entrée approuvée, protocole A » qui est apparu à l'écran ont suffi à faire pâlir le jeune soldat. « Je vous demande pardon, amiral. Au garde à vous !» s'écria-t-il en saluant précipitamment. Il leva la barrière si vite que le mécanisme faillit se coincer. « Ce n'est pas grave, soldat. Tu fais ton travail », lui dis-je avant d'appuyer sur l'accélérateur. Après l'attitude désinvolte et irrespectueuse de Julien, la rigueur de la discipline militaire me semblait être une bouffée d'air frais. C'était mon univers. Ici, il n'y avait pas de chéri. Ici, il y avait des grades, le mérite et des règles d'acier. Lorsque je suis entré dans le centre des opérations, l'effervescence qui y régnait a immédiatement attiré mon attention. Sur les écrans géants accrochés au mur, les cartes météorologiques de la Méditerranée étaient constamment mises à jour. Des lignes rouges, violettes et noires dessinaient la danse mortelle qui se déroulait au-dessus de la mer Ligure. C'est le commandant de la flotte, le major Renard, qui m'a accueilli. « Amiral, Laurent a appelé. Il a dit que vous aviez donné l'ordre de préparer une opération de sauvetage VIP. L'hélicoptère est prêt, l'équipe de plongeurs est en briefing, mais il a regardé l'écran, cette horrible spirale rouge. Décoller dans ces conditions météorologiques repousserait les limites du risque. Le vent atteint déjà 40 nœuds. « Je sais, Major, dis-je en retirant ma veste et en la suspendant au dossier de ma chaise. Ce n'est pas un Mistral, c'est une exécution. Et nous ne sommes pas des bourreaux, nous ne serons que des témoins. Attendez mon ordre pour décoller. » Je m'assis à la table et ouvris la tablette devant moi. Je ne consultais pas les données météorologiques, mais Instagram. Oui, vous avez bien entendu. Un amiral consultait Instagram dans le centre des opérations. Car je ne suivrai pas les coordonnées de mon ennemi à partir d'un satellite, mais à partir de son ego. Le profil de Julien de Valois était en mode live. J'ai cliqué sur l'écran. L'image était nette. L'éternel été était en pleine mer. Le ciel était encore bleu sur la vidéo, mais une couche de brume grise et sale commençait à apparaître à l'horizon. Julien ne l'avait pas remarqué, mais moi je l'appelais le mur de larmes. « Bonjour tout le monde !» criait Julien en essayant de couvrir le bruit du vent. Il tenait un verre de vin rosé dans la main. « Regardez cette vue ! Certains experts envieux avaient prédit une tempête pour aujourd'hui. Ha ! Je lève mon verre à leur santé. La mer est comme un miroir, mes amis. La vie est courte, profitez de l'instant présent. » Les commentaires fusaient. « Julien le roi, tu as encore raison. Cette vieille dame est sûrement en train de tricoter chez elle en ce moment. Il nous envie, Julien. » Je souris. Cette fois, ce n'était pas un sourire amer. C'était le sourire du maître qui, sur l'échiquier, observe le coup stupide de son adversaire qui laisse son roi sans défense. « Major, dis-je sans quitter ma tablette des yeux, quelle est leur position actuelle ? » À 12 000 marins du sud de Saint-Tropez. Ils se dirigent vers le large, droit vers le centre du cyclone, mon amiral. Julien, comme je l'avais prévu, avait le vent dans le dos. En navigation, on appelle cela un vent trompeur. Il vous pousse, vous accélère, vous donne l'impression que tout va bien. Mais quand vous voulez faire demi-tour, c'est là que vous comprenez que ce vent vous a en fait poussé dans un piège. Le retour se fait contre le vent, et les vagues ne sont plus vos amis, mais vos ennemis. « Quelle est la hauteur des vagues ?» ai-je demandé. 1,5 mètre pour l'instant, mais les modèles prévoient qu'elle atteindra 4 mètres dans 45 minutes.
Et dans l'heure qui suit, le commandant déglutit, 7 mètres et des vagues déferlantes. À un moment donné, pendant la diffusion en direct de Julien, le bateau a violemment tangué. La coupe de champagne lui a glissé des mains et s'est brisée sur le sol. L'angle de la caméra a été perturbé. Le masque de fils du soleil sur le visage de Julien s'est étendu un instant, laissant place à une expression de surprise qui semblait dire « Qu'est-ce que c'était que ça ?» « Oh oh !» s'écria-t-il pour se rattraper. « Poséidon nous salue, semble-t-il. Nous avons un peu tangué, mais la fête continue. » « Non, Julien, me suis-je dit. Poséidon ne te salue pas. Poséidon est en train d'aiguiser sa fourche. À ce stade, j'aimerais vous poser la question suivante. Avez-vous déjà vu quelqu'un se diriger droit vers le précipice, quelqu'un qui ne vous écoute pas malgré vos avertissements, et qui, même en tombant, continue de croire qu'il vole? L'orgueil humain peut parfois être plus destructeur que la plus violente des tempêtes. Si vous côtoyez de telles personnes, renoncez à les avertir. Parfois, ils doivent tomber. Parfois, le fait de se heurter à la dure réalité est la meilleure leçon que vous puissiez leur donner. Dans cette histoire, cette réalité sera l'eau glacée de l'océan. À 13h15, les premières gouttes de pluie ont commencé à frapper les fenêtres de la salle d'opération. Ce n'étaient pas des gouttes normales. On aurait dit que quelqu'un jetait des cailloux contre la vitre. Le vent s'était mis à siffler dans la structure métallique du bâtiment. La diffusion en direct sur ma tablette avait été interrompue. Sur la dernière image, j'avais vu le ciel s'assombrir soudainement et la mer miroitante devenir blanche et écumeuse. Le visage bronzé de Julien était devenu blanc comme de la craie. La connexion avait été coupée, les mensonges numériques avaient pris fin, la réalité analogique avait commencé. « Amiral », dit l'opérateur radio, la voix tendue, « il y a un appel sur Canal 16. Ce n'est pas un Mayday, mais un appel Pampan. L'éternel été. Pampan. Il y a une situation d'urgence, mais pas encore de danger de mort. Julien essayait toujours de préserver sa fierté. Connectez-le, dis-je. La voix de Julien retentit dans le haut-parleur. Il n'y avait plus trace de cette voix lisse qu'on entendait à la télévision. Il tremblait et parlait à bout de souffle. On entendait le bruit du vent et les cris d'une femme en arrière-plan. Ici, l'éternel été. Garde côtière. Nous avons rencontré des conditions météorologiques difficiles. L'un des moteurs a surchauffé. Nous avons des difficultés à revenir à notre point de départ. Pouvez-vous nous envoyer une escorte ? Je répète, une escorte à titre préventif uniquement. Le commandant Renard m'a regardé. On répond, amiral ? Je me suis penché vers le micro et j'ai appuyé sur le bouton. Je n'ai pas modifié ma voix. C'était la même voix qu'il avait entendue sur le quai ce matin-là. L'éternel été. Ici le centre de coordination des forces navales. Nous sommes au courant de votre situation, dis-je. Il y eut un bref silence. Julien avait-il reconnu la voix ? Je ne pense pas. La peur qu'il ressentait à ce moment-là avait dû bloquer sa mémoire. Super, dit Julien, la voix un peu plus détendue. Quand arrivez-vous ? J'ai eu une émission en direct à 20h. J'aimerais que vous vous dépêchiez. Je fermai les yeux et secouai la tête. Même en train de couler, cet homme pensait à son audience. Monsieur Julien, j'insistais cette fois sur son nom. La vitesse du vent dans la zone où vous vous trouvez actuellement est de 55 nœuds. Ce n'est pas une tempête, mais techniquement le début d'un ouragan. Aucun bateau ne peut vous escorter. Aucun véhicule excepté un hélicoptère ne peut entrer dans cette zone. Un hélicoptère ? Sa voix est devenue aiguë. D'accord, envoyez un hélicoptère alors, tout de suite. Je paierai, ce n'est pas un problème. Les hélicoptères ne sont pas des taxis, monsieur Julien, je répondis froidement. Et les conditions météorologiques sont actuellement limites pour le décollage. Vous devrez attendre. Priez et enfilez vos gilets de sauvetage. Au fait, comment vont vos rhumatismes ? Ils vous font souffrir ? Il y eut un silence de mort à l'autre bout de la ligne. Seul le hurlement du vent se faisait entendre. Puis un murmure terrifié. « C'est toi ?» « Restez en ligne, dis-je avant de raccrocher. Le major Renard me regardait avec étonnement. « Mon amiral, vous le connaissez ?» Nous nous sommes rencontrés, répondis-je en me levant. Apportez-moi ma combinaison. Et mon casque, il est temps de partir. Dehors, c'était le chaos. Mais la tempête qui faisait rage en moi venait de s'apaiser. La chasse avait commencé. Julien de Valois était sur le point de recevoir la leçon de météorologie la plus chère de sa vie. Et moi, en tant que professeur principal, j'allais être aux premières loges. « Décollage dans 10 minutes !» ai-je crié en me dirigeant vers le hangar.
La tempête n'était plus un phénomène météorologique, elle était le prolongement de ma volonté. Être à l'intérieur d'un hélicoptère NH-90C Caïman, c'est comme être coincé dans une énorme machine à laver, surtout quand une tempête souffle à 100 km/h à l'extérieur. Le bruit des rotors vous fait vibrer les os, tandis que le gémissement des systèmes hydrauliques vous hurle sans cesse dans les oreilles. Mais j'aime ce bruit. C'est le bruit de la puissance de la marine française. J'étais assis à l'arrière du cockpit, dans le siège de commandement tactique. Je portais ma combinaison de vol orange, mon casque de communication intégré et sur ma poitrine mes insignes qui révélaient la véritable identité de la femme prise pour une touriste ce matin-là. Notre pilote, le capitaine Morel, m'a interpellé par l'interphone. 2 minutes avant la zone cible, amiral. Visibilité quasi nulle. Les vagues... Mon Dieu, les vagues atteignent 8 mètres. Je regardais par la vitre latérale. La mer n'était plus de l'eau, c'était un mélange sauvage de mousse, de rugissement, de noir et de blanc. Et au milieu de cet enfer, ce jouet arrogant appelé l'éternel été était ballotté comme une allumette. Le mât du bateau était brisé, les sièges en cuir blanc, les finitions chromées, les seaux à champagne, tout avait été balayé par la fureur de la nature. Le bateau était couché sur le côté, à moitié submergé. « Le plongeur est-il prêt ?» demandai-je. « Je suis prêt, amiral », répondit le sergent Vincent, accroché à la corde du treuil près de la porte. Vincent était un homme assez fort pour lutter contre un requin, mais assez doux pour porter un bébé dans ses bras. Alors que l'hélicoptère tentait de se stabiliser au-dessus du bateau en train de couler, j'aperçus 2 silhouettes en dessous. L'une d'elles était agrippée aux rambardes du bateau et portait un gilet de sauvetage jaune vif, l'autre, Julien. Il essayait de grimper sur le toit du cockpit, l'endroit le plus sûr du bateau. C'est à ce moment précis que j'ai été confrontée au visage le plus laid de la nature humaine. Quand le bateau s'est renversé sous l'effet d'une forte vague, Julien a perdu l'équilibre. La jeune femme à côté de lui, Chloé, a essayé de le retenir, mais Julien, le fils du soleil, l'idole de millions, a repoussé la main de la jeune femme. Oui, vous avez bien entendu. Pour sauver sa propre vie, pour pouvoir s'agripper à un endroit plus sûr, il a repoussé la femme à côté de lui vers les eaux déchaînées. Arrêtez la vidéo en instant et réfléchissez. Avez-vous déjà vu quelqu'un révéler son vrai visage dans une situation de crise ? Avez-vous déjà vu ceux qui vous disaient « Je mourrais pour toi » quand tout allait bien, quand on mangeait et riait, vous repousser quand le bateau a commencé à prendre l'eau ? Si oui, cette scène vous semblera familière. Et si vous ne l'avez pas encore vue, soyez prudent, car le caractère ne se réveille pas en mer calme, mais dans la tempête. « Vincent », ai-je dit d'une voix glaciale, « tu prendras d'abord la fille. Je répète, Chloé est la priorité. » Compris, mon amiral, mais le type essaie de sauter dans le panier. Je regardais la scène en bas travers la caméra thermique. Quand Vincent est descendu, Julien l'attaqua dans un mouvement de panique, le tirant pour monter dans le panier de sauvetage. D'un geste professionnel, Vincent poussa Julien dans la poitrine, le faisant tomber à la mer, puis rapidement mit Chloé dans le panier. Chloé tremblait et pleurait pendant qu'on la remontait, mais elle regardait Vincent avec gratitude. Quand on l'a amenée dans la cabine, le secouriste lui mit immédiatement une couverture thermique. C'était le tour de Julien. Vincent redescendit. Julien se débattait dans l'eau. Ses cheveux gomalis collaient à son visage. Ses lunettes de soleil hors de prix avaient fini au fond de l'océan. Vincent l'attrapa avec la sangle du treuil et fit signe de le remonter. Le moteur de la grue vrombit et Julien de Valois commença à s'élever vers le ciel. Quand on le tira à l'intérieur de l'hélicoptère, il se recroquevilla comme un chaton trempé. Il vomissait d'eau marine et claquait des dents. « Merci, merci » balbutia-t-il, sans pouvoir lever les yeux du sol. Je relevai la visière de mon casque, j'ai baissé mes écouteurs sur mon cou, puis je me suis levée et je me suis penchée au-dessus de cet homme qui tremblait sur le sol. « Je ne suis pas un ange, Julien », dis-je d'une voix suffisamment forte pour couvrir le bruit du moteur. Julien a levé la tête, son regard a remonté le long de ma combinaison orange, s'est posé sur l'inscription « Amiral » sur ma poitrine, puis s'est finalement arrêté sur mon visage. Je n'oublierai jamais ce moment, ce regard. La peur, la stupéfaction et la honte, tout cela s'est reflété sur son visage. Il m'a reconnue. Il a reconnu la femme qu'il avait appelée la tante arthritique le matin même. « Vous » fut tout ce qu'il parvint à dire. « Vous êtes… » « Je suis la vice-amiral Bérénice Béjot, ai-je dit en me penchant vers lui.
présidente du Centre de météorologie marine et d'océanographie. Et cet hélicoptère dans lequel vous vous trouvez actuellement appartient aux contribuables français. Julien déglutit. Il essaya de détourner le regard, mais je ne le laissais pas faire. Je vous avais dit que le temps serait ensoleillé ce matin, n'est-ce pas? Ai-je poursuivi, le ton moqueur de ma voix plus percutant que les vibrations de l'hélicoptère. Profitez-vous du soleil, monsieur Julien? Il ne répondit pas. Il continua simplement à trembler. Je sortis de ma poche un carnet et un stylo étanche. J'écrivis rapidement quelque chose, déchirai la page et la glissai dans sa paume tremblante et humide. Ce n'est pas une facture, ai-je dit. C'est un avis. Cette opération de sauvetage coûte 15 000 €. Nous sommes dans les airs depuis environ 3 heures et nous devons encore rentrer. Le coût total s'élève à environ 50 000 €. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Mais l'État ne prend-il pas en charge les frais? J'ai ri, un rire sec qui n'avait rien à voir avec celui du matin. L'État sauve les naufragés, monsieur Julien, pas les imbéciles négligents. Vous avez pris la mer malgré l'alerte officielle. En cas d'alerte météorologique rouge, les frais de sauvetage des bateaux naviguant à titre récréatif sont à la charge du propriétaire du bateau, conformément à l'article 142 du Code maritime français. Je me suis approché de son visage, il n'y avait que quelques centimètres entre nous. Ce n'est peut-être pas aussi coûteux que mes rhumatismes, qu'en pensez-vous? Julien fixait le papier qu'il tenait dans sa main. Chloé nous regardait sous sa couverture, le visage empreint de la satisfaction la plus totale que j'ai jamais vue. Elle avait compris. Elle avait compris que l'homme à côté d'elle n'était rien, qu'il l'avait laissée mourir et qu'elle était maintenant écrasée par une tente. « Nous rentrons, capitaine, dis-je dans le micro. Nous avons pris notre cargaison. Nous déposerons les déchets au port. » Alors que l'hélicoptère retournait à la base, Julien, trempé et endetté de 50 000 €, commençait à réaliser que la plus grande tempête de sa vie ne s'était pas déroulée en mer, mais dans cet hélicoptère. Mais il ne savait pas que ce n'était que le début, car l'amiral Béjot n'avait pas seulement sauvé son ennemi, il l'avait attiré dans son propre camp, c'est-à-dire devant la justice et l'opinion publique. La tempête en mer était terminée, mais la tempête sur terre ne faisait que commencer. Et croyez-moi, les tempêtes sur terre sont bien plus destructrices. Lorsque les rotors de l'hélicoptère ralentirent puis s'arrêtèrent, il ne resta plus que le bruit de la pluie et le hurlement lointain des sirènes d'ambulance sur la piste de la base de Hyères. Les portes s'ouvrirent. L'air qui pénétra à l'intérieur était froid et humide, mais pour moi ça sentait la victoire. Pour Julien, ce n'était encore que de la peur et une catastrophe médiatique imminente. Les équipes médicales se précipitèrent avec leurs brancards. Julien hésita un instant en descendant de l'hélicoptère. Il semblait vouloir embrasser le sol en béton, mais il se ravisa au dernier moment. En voyant les soldats, leurs uniformes et cette atmosphère de discipline stricte qui régnait autour de lui, il tenta instinctivement de revêtir son masque de célébrité. Il tenta de se recoiffer, mais ses cheveux collés par l'eau de mer formaient un casque ridicule sur sa tête. « Je suis bien », cria-t-il au secouriste en essayant d'épaissir sa voix. « Regardez plutôt cette fille, elle est en état de choc, la pauvre. » Il désigna Chloé. Pourtant, une demi-heure plus tôt, c'était lui qui avait poussé dans la mer cette fille qu'il qualifiait de pauvre. Chloé était assise sur une civière, recouverte d'une couverture grise. Elle leva la tête lorsqu'elle entendit les paroles de Julien. Il n'y avait ni ingratitude ni amour dans ses yeux, seulement de l'agousse pure et distillée. J'ai pris note de ce regard. Chloé allait être mon pion le plus puissant sur cet échiquier. Julien, m'ignorant, se dirigea vers un minibus noir qui l'attendait. Le commandant de la base disait qu'il fallait suivre la procédure et prendre sa déposition. Mais Julien criait « Je ne dirai pas un mot avant l'arrivée de mon avocat. Appelez aussi mon manager, prévenez la presse, je suis en vie. » Je suis retournée dans ma chambre, j'ai enlevé ma combinaison et j'ai enfilé mon uniforme sec. En épinglant mes étoiles d'amiral sur mon épaule, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'étais fatiguée, mais c'était une douce fatigue. 1 heure plus tard, j'ai allumé la télévision dans mon bureau et l'émission que j'attendais a commencé. Julien, avant même d'aller à l'hôpital, s'adressait aux journalistes rassemblés devant le poste de commandement de la base. Il avait trouvé une veste sèche et avait mis des lunettes de soleil qu'il avait trouvées quelque part. « Mes amis », disait-il au micro, la voix tremblante mais dramatique, « aujourd'hui, j'ai frôlé la mort, mais je tiens à ce que vous sachiez une chose. Ce n'était pas une catastrophe naturelle, c'était une négligence. On nous avait promis un temps ensoleillé. Les services météorologiques, ces institutions pour lesquelles nous payons des impôts, se sont endormis. Et moi, j'ai gardé mon sang-froid même lorsque le bateau a coulé. » Le journaliste lui a demandé « Et la dame à vos côtés ?»
Julien a lancé son célèbre regard triste de chiot aux caméras. Chloé, ma pauvre chérie, elle a eu très peur, elle a paniqué. J'ai fait tout mon possible pour la calmer. Je me suis battue jusqu'à ce qu'elle monte dans l'hélicoptère. J'ai risqué ma propre vie. J'ai posé ma tasse de café sur la table. Je n'ai pas ri, mais j'ai poussé un profond « waouh » intérieurement. Si mentir est un art, Julien en était le Picasso. Il ne se contentait pas de déformer la vérité, il la renversait complètement et la repeignait. Mais le plus gros choc est venu à la fin de son discours. « Et vous savez ce qui est le plus douloureux ?» a dit Julien, la voix durcie par la colère. « Un fonctionnaire dans l'hélicoptère qui nous a sauvés. Je ne connais pas son nom. Je pense que c'était un officier qui se prenait pour quelqu'un d'important. Dans cette situation critique, alors que je luttais contre la mort, vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit qu'il allait me facturer. Oui, alors que nous étions en danger de mort, il a fait ses comptes. Est-ce digne de l'État français ? Ils viennent vous sauver et ils ouvrent le taximètre. » Les journalistes ont murmuré, sous le choc. Les flashs des appareils photo ont commencé à crépiter plus vite. Les gros titres « Scandale » étaient déjà en train d'être rédigés. Mon téléphone a sonné. C'était le conseiller de presse du ministère. Il était paniqué. « Amiral, vous regardez ? Ce type est en train de nous lyncher. Le hashtag Simri Donama, Marie Navarre, est déjà tendance sur les réseaux sociaux. Nous devons immédiatement faire une déclaration et présenter nos excuses, dire que la facture est un malentendu. » Non, est répondu calmement. Mais amiral, la population s'emballe. Julien de Valois est très populaire. Pierre, dis-je, et l'autorité dans ma voix calma la panique à l'autre bout du fil. Nous ne ferons aucune déclaration, nous ne démentirons pas, nous ne présenterons aucune excuse. Nous allons simplement attendre. Attendre quoi, monsieur ? Que son mensonge fasse son effet, répondis-je. Laissez-le parler, laissez-le se proclamer héros, laissez-le nous dépeindre comme des monstres. Plus nous l'y laisserons de corde, plus sa chute sera brutale. J'ai raccroché le téléphone. Je voudrais vous poser ici une question très importante. Que faites-vous lorsque vous voyez quelqu'un vous mentir en vous regardant droit dans les yeux, qui plus est à propos d'un événement dont vous avez été témoin ? Vous précipitez-vous pour crier « Tu mens » ? Ou bien, comme je l'ai fait, vous retirez-vous tranquillement dans votre coin en attendant le moment opportun pour jouer votre atout ? La vengeance n'est pas un plat se mangeant chaud, mes amis. La vengeance, surtout contre des narcissiques comme celui-ci, est un dessert qui doit être conservé au congélateur. J'ai allumé mon ordinateur et ouvert le dossier « Enregistrement de l'opération ». Les images de la caméra thermique de l'hélicoptère, l'enregistrement audio et vidéo de ma caméra embarquée, tout était là. J'ai ouvert la vidéo, le moment où Julien a poussé Chloé, seconde par seconde, image par image. Le moment où Julien a attaqué Vincent, et dans l'hélicoptère, son état pitoyable alors qu'il me suppliait. L'image était nette, le son était clair. L'homme qui disait « Je vais bien, Chloé a paniqué » était en fait en train de pousser Chloé vers la mort, en résolution 4K. J'ai copié le fichier sur une clé USB cryptée. J'ai serré la clé dans ma main. Ce petit morceau de métal était une bombe nucléaire qui allait détruire la carrière, la réputation et l'amour du public tant chéri par Julien. Mais pas encore. Si je le publiais maintenant, cela serait qu'une polémique. Julien dirait que c'était un montage, qu'il l'avait fait sous l'emprise de la peur. Je m'attendais à ce qu'il amplifie son mensonge, qu'il le transforme en livre, en documentaire, voire en campagne publicitaire. Il allait bâtir un palais sur ce mensonge. Et moi, une fois ce palais achevé, j'allais en retirer une seule brique. À ce moment-là, on a frappé à ma porte. C'était le sergent-chef Vincent. Il avait l'air sombre. « Amiral, dit-il, je suis à l'infirmerie. Cette fille, Chloé, elle veut vous parler. À vous seul. » J'ai souri. « J'arrive, Vincent. » Mes pas résonnaient dans le couloir. Alors que Julien creusait sa propre tombe devant les caméras, j'allais rencontrer celle qui graverait son nom sur la pierre tombale, Chloé. La tempête médiatique avait commencé, mais le véritable ouragan allait éclater avec l'alliance silencieuse que deux femmes allaient conclure dans une chambre d'hôpital. Quand je suis entrée dans la chambre, Chloé regardait par la fenêtre, dans la nuit noire. En me voyant, elle s'est ressaisie. Ses yeux étaient gonflés, mais son regard n'avait plus rien de la pure amoureuse. « Il, dit-elle d'une voix étouffée, il ment dehors, n'est-ce pas ? Il dit qu'il m'a sauvée ?» J'ai hoché la tête. « Oui, et il dit encore pire. » Chloé prit une profonde inspiration, elle serra les poings. « Donnez-moi ce papier, amiral.
Tout ce que je dois signer, la plainte, la déposition, tout ce qu'il faut. Je veux lui prendre non seulement son argent, mais aussi son sourire hypocrite. Je tirai une chaise et m'assis en face d'elle. Ne vous précipitez pas, Chloé, dis-je. Commençons par vous offrir un café. Ensuite, je vous donnerai un petit cours sur les relations publiques et les stratégies avancées de vengeance. Ce soir-là, dans cette chambre d'hôpital, le scénario de la fin de Julien de Valois a été écrit. Pendant qu'il sabrait le champagne dehors pour fêter sa survie, nous tirions les ficelles. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident. Je me tenais devant la vitrine d'une immense librairie sur les Champs-Élysées, à Paris. Il pleuvait légèrement, mais les lumières vives de l'enseigne dans la vitrine faisaient briller les flaques d'eau sur le trottoir comme un miroir. Au milieu de la vitrine se trouvait un panneau presque grandeur nature. Julien de Valois. Il portait une chemise déchirée, derrière lui d'énormes vagues ajoutées à l'aide de Photoshop, et son visage arborait l'expression d'un héros meurtri mais pas vaincu. Le titre du livre était écrit en grosses lettres dorées. « L'œil du cyclone m'a survécu ». Le sous-titre était encore plus écœurant. L'histoire vraie d'un homme qui a sauvé la femme qu'il aimait et son équipage. Son équipage ? Quel équipage ? Parlait-il du pilote automatique du bateau ? Pendant ces 3 semaines, la France s'était laissée emporter par la folie Julien. Il pleurait dans les émissions féminines du matin, donnait son avis en tant qu'expert en sécurité maritime dans les journaux télévisés du soir et était élu l'homme le plus courageux de l'année dans les magazines du week-end. Il avait tellement amplifié et gonflé sans mensonge que je le voyais désormais se transformer en un ballon défiant les lois de la gravité. Et la ficelle de ce ballon était entre mes mains. Que faisais-je ? Je me contentais d'observer, et bien sûr, je surveillais ma facture. Le ministère m'avait transmis cette lettre insolente des avocats de Julien. La lettre disait en substance « Notre client, M. Valois, est un héros national. Le devoir premier de l'État est de sauver ses citoyens. Cette facture est illégale, immorale et doit être immédiatement annulée. Dans le cas contraire, nous engagerons une action en dommages et intérêts contre la marine. » J'ai souri en lisant cette lettre. J'ai même pensé à l'encadrer et à l'accrocher dans mon bureau. Car cette lettre était le dernier clou dans le coffre de Julien. Elle prouvait qu'il était non seulement négligent, mais aussi un escroc qui refusait de payer ses dettes. Mais mon arme principale était Chloé. Chloé avait disparu après cette nuit à l'hôpital. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Julien répétait sans cesse à la presse « Chloé est très traumatisée, elle ne peut plus parler, elle se repose actuellement dans une clinique, c'est moi qui parle à son nom ». Mais Chloé était chez moi, dans ma maison de vacances à Brest, en train de regarder l'émission de Julien à la télévision, et elle notait chacun de ses mensonges. Je parlais à Chloé au téléphone. « Mon amiral », dit-elle, d'une voix qui n'était plus tremblante, mais ferme. « Il est en ce moment sur TF1. Il raconte comment il m'a sorti des vagues d'une seule main. Cet homme vraiment est malade. »« Patience, Chloé, dis-je. Laisse-le parler. Plus il monte haut, plus la chute sera dure. Tu te souviens de notre stratégie ? » Le silence, a répondu Chloé. Ne jamais répondre. Ne jamais démentir. Juste attendre. Je voudrais vous poser une question. Rester silencieux face à une calomnie ou à un mensonge à votre sujet n'est-il pas la chose la plus difficile au monde ? Vous avez envie de crier « Non, ce n'est pas vrai !» Vos doigts se posent sur le clavier, vous voulez écrire un commentaire, dire la vérité, mais ne le faites pas. Car lorsque vous répondez à un menteur, vous vous abaissez à son niveau. Mais lorsque vous restez silencieux, vous le regardez se noyer dans ses propres mensonges. C'est exactement ce que nous avons fait. Et l'occasion que nous attendions s'est présentée sous la forme d'une invitation sur mon bureau. Gala de bienfaisance des gardiens des mers. Une soirée organisée au Ritz, l'hôtel le plus luxueux de Paris, avec un droit d'entrée de 1 000 €, à laquelle participeront toute la haute société, la presse et bien sûr l'invité d'honneur Julien de Valois. Les bénéfices devaient être reversés à une fondation qui vient en aide aux naufragés. J'ai pris l'invitation dans mes mains. Même l'odeur du papier doré à la feuille d'or sentait l'argent. « Major Renard » ai-je appelé. Renard est entré. « À vos ordres, amiral. » Réservez un vol pour Paris pour le week-end prochain et préparez mon uniforme de cérémonie, celui avec les médailles. Renard fut surpris. « Vous allez assister à ce gala, messieurs, au spectacle de Julien ?»« Non, Major, répondis-je en posant l'invitation sur la table. Nous allons assister aux funérailles de Julien. Seulement, il ne sait pas encore qu'il est mort. »
Ce soir-là, je sortis la clé USB de mon coffre-fort. Je changeais le nom du fichier. Il ne s'appelait plus Opération Records. Son nouveau nom était Vérité et mensonge 4K Director's Cut. Le plan était simple mais mortel. Julien serait sur scène, sous les projecteurs, au sommet de son histoire héroïque, et je lui offrirais un petit cadeau. Mais ce cadeau ne serait pas dans un paquet, il serait sur grand écran. J'ai appelé Chloé. « Prépare-toi Chloé, tu viens à Paris. » « Vraiment ?» Sa voix était enthousiaste. « Je vais me retrouver face à lui ?»« Non, ai-je répondu. Tu ne monteras pas sur scène, tu seras le coup de grâce qui l'achèvera lorsqu'il descendra de scène. Mais avant cela, nous devons lui donner une leçon qui lui coûtera 50 000 €. Quelle leçon ? Une leçon de maths, ai-je répondu. Il va apprendre que le coût de l'arrogance ne se mesure pas seulement en termes monétaires. En route pour Paris, cette ville scintillante, la sérénité du marin qui m'habitait avait laissé place à l'adrénaline du guerrier. Julien avait utilisé les médias comme une arme, à présent, j'allais retourner cette arme contre lui. Et j'allais appuyer sur la gâchette en direct. Le bal du Ritz à Paris avait revêtu ce soir-là une splendeur qui n'avait rien à envier au château de Versailles. Sous les lustres en cristal, les plus riches, les plus célèbres et les plus hypocrites de France s'étaient donné rendez-vous. Il y avait dans l'air un mélange de champagne hors de prix, de parfums capiteux et de l'odeur la plus dangereuse qui soit, celle de l'orgueil. Je me suis glissée parmi ces pins comme un aigle. Je ne portais pas mon vieux blouson de Saint-Tropez, j'étais vêtue de mon uniforme de cérémonie, appelé grand uniforme par la marine. Les galons dorés brillaient sur les épaules de ma veste bleu marine, tandis que les médailles, symbolisant mes années de service, dont la Légion d'honneur, brillaient dignement sur ma poitrine gauche. Je n'avais pas mon sabre de cérémonie à la ceinture, mais mon regard tranchait la foule plus précisément que n'importe quelle blade. Lorsque je suis entrée dans la salle, un léger murmure s'est élevé. Les gens, hommes d'affaires en smoking et femmes de la haute société en robe de soirée, s'écartaient instinctivement avec respect sur mon passage. Ils étaient habitués à la puissance achetée par de l'argent, mais l'autorité réelle que représentait l'uniforme déclenchait quelque chose dans leur mémoire génétique. Je n'aurais pas eu de mal à trouver Julien. Il se tenait devant l'énorme sculpture de glace au milieu de la salle. Il était à nouveau entouré d'admirateurs. Il portait un smoking bleu nuit pailleté. Il levait son verre en l'air, racontant probablement son fameux mensonge sur sa lutte contre les requins. Je m'approchais lentement de lui, mais pas résonnant sur le sol dur. Lorsque Julien me perçut, il marqua un temps d'arrêt. Son regard se posa sur mes épaulettes et mes médailles. Son cerveau avait du mal à faire le lien entre l'attente du port et l'amiral qui se tenait devant lui. Mais son mécanisme de défense narcissique se mit immédiatement en marche. Il afficha son sourire méprisant et narquois. « Oh mon Dieu !» s'est-il exclamé en écartant les bras. « Regardez qui est là, notre tante facturière. Madame, êtes-vous en train de faire du porte-à-porte pour récupérer ces 50 000 €? C'est une soirée caritative, mais je ne pense pas que cela concerne votre organisation. » Les personnes autour de lui ricanèrent. Quelques-unes chuchotèrent. « C'est elle, celle qui a envoyé la facture au héros ?» Je suis restée impassible. J'ai joint les mains derrière le dos et je l'ai regardé comme un amiral regarde un équipage rebelle. « Monsieur Julien, » dis-je d'une voix suffisamment forte pour couvrir la musique qui jouait dans la salle, « je ne suis pas venu ici pour l'argent. Je suis venu vous donner le cours de mathématiques que je vous avais promis. » Julien éclata de rire. « Des mathématiques, ma chère, mes comptables s'occupent des mathématiques. Va plutôt astiquer tes médailles. » Je fis un pas vers lui. La distance entre nous se réduisit à un souffle. Je me penchai vers son oreille afin que seul lui et quelques personnes à proximité puissent m'entendre. Les mathématiques ne concernent pas seulement l'argent, Julien. Elles concernent aussi les probabilités. Par exemple, au moment où un bateau coule, quelle est la probabilité que le système que tu appelles pilote automatique soit en fait relié à une caméra de sécurité enregistrant en résolution 4K? Le sourire de Julien s'est effacé, comme une fissure sur la surface d'un lac gelé. Ses pupilles ont tremblé. Qu'est-ce que tu racontes ?» Et je poursuivis dans un murmure, quelle est la probabilité que les images enregistrées par cette caméra se trouvent actuellement dans la salle technique de ce salon, sur une clé USB connectée au projecteur? Je reculais et le regardais. Voir le sang se retirer de sa peau bronzée n'avait pas de prix. « Tu bluffes » dit-il d'une voix tremblante. « Ce bateau a coulé, tout a coulé. »
La marine a un slogan, Julien. Nous entendons même au fond de la mer. Nous avons récupéré l'épave. Nous avons soulevé le disque dur. Et croyez-moi, votre performance ne mérite pas un Oscar, mais elle est suffisamment impressionnante pour relever de l'article 223-1 du Code pénal. À ce moment-là, les lumières de la salle s'éteignirent. Un projecteur se braqua sur la scène. La voix du présentateur retentit. Et maintenant, l'invité d'honneur de la soirée, le symbole du courage et du sacrifice, Monsieur Julien de Valois. Une ovation retentit. Les gens applaudissaient. Julien me regarda avec effroi. Il devait monter sur scène, il ne pouvait pas s'échapper. Vas-y, lui dis-je en lui montrant la scène. La scène est à toi. Profites-en, ce sera ton dernier appel. Julien s'est dirigé vers la scène comme un robot. Je pouvais voir ses jambes trembler. Il est monté sur scène, a pris le micro, son visage était livide. Il a souri à la salle, mais ce n'était pas un sourire, c'était un adieu. Merci, merci mes amis. Aujourd'hui, ici, les mères... Il n'arrivait pas à trouver ses mots. Son regard se posait sans cesse sur moi, debout dans un coin sombre de la salle, les bras croisés, comme l'amiral. Je voudrais vous poser la question suivante. Savez-vous ce que ressent une personne qui, alors que tout le monde l'applaudit, se sent en réalité complètement nue et sans défense? À ce moment-là, cette scène n'est pas une tribune, mais une potence, et le bourreau qui tirera la corde attend silencieusement parmi les spectateurs. Voilà ce qu'est le pouvoir. Ce n'est pas crier, c'est pouvoir couper le souffle de votre interlocuteur d'un seul regard. J'ai regardé le major Renard, assis à la table technique. J'ai légèrement levé le pouce, Renard a hoché la tête. Julien essayait de poursuivre son discours. Moi, cette nuit-là, en souvent Chaulier, et à ce moment-là, sur l'énorme écran LED derrière lui, le logo de la Fondation des Gardiens des Mers disparut. À sa place apparut une image grise et parasitée. Puis l'image devint nette. La date et l'heure étaient indiquées dans le coin inférieur droit. Image, le pont de l'éternel été, tempête, son, le rugissement du vent et les cris de Julien. « Écarte-toi, idiote, c'est moi qui vais m'accrocher là-bas !» Le silence dans la salle était plus lourd que le bruit de la tempête. Tout le monde était figé. À l'écran, Julien attrapait Chaulier par l'épaule et l'a jeté sur le pont au bord des eaux déchaînées avant de grimper lui-même en lieu ségur dans une scène aux proportions gigantesques. Julien se tourna et regarda son reflet à l'écran. Le micro lui échappa des mains. Le son aigu provenant des haut-parleurs résonnait comme le coup de sifflet final de la carrière de Julien. Mais ce n'était pas encore fini. Il y avait encore quelque chose à la fin de la vidéo. Un enregistrement audio, à l'intérieur de l'hélicoptère. Ici, l'éternel été. Les gardes-côtes. Nous avons rencontré des conditions météorologiques un peu difficiles. J'ai une émission en direct à 20h. J'apprécierais que nous nous dépêchions. Des huées ont commencé à s'élever dans la salle. Les coupes de champagne ont été posées bruyamment sur les tables. La foule élitiste qui l'applaudissait quelques minutes auparavant le regardait désormais comme s'il était atteint de la peste. Julien rétrécissait de plus en plus sur scène. Il n'avait nulle part à aller. Les projecteurs étaient braqués sur lui. La vérité était là. Je me suis lentement retournée. Le spectacle était terminé. C'était maintenant au tour de Chloé. Car cette vidéo n'était qu'un avant-goût. Le véritable coup allait venir de cette femme traumatisée qui allait sortir des coulisses, un micro à la main. Les huées dans la salle montaient comme un tsunami. Julien, avec son micro qui ne fonctionnait pas, était resté figé sous les projecteurs, telle une marionnette. Derrière lui, l'écran affichait toujours cette image figée, le moment où il avait poussé Chloé. Julien, pris d'un instinct sauvage provoqué par la panique, se mit à crier. Comme le micro ne fonctionnait pas, il criait de toutes ses forces, mais sa voix était étouffée par la colère de la foule. « C'est un mensonge, c'est un montage, c'est de l'intelligence artificielle !» criait-il en levant les mains en l'air. « Ce sont mes concurrents qui font ça, ils veulent me détruire, je suis un héros, ce n'est pas moi sur cette vidéo. » La nature humaine est étrange. Les gens veulent croire à un mensonge, oui, mais le plaisir qu'ils prennent à voir un mensonge dévoilé est bien plus fort que leur désir d'y croire. Ce soir-là, dans la salle de bal du Ritz, la haute société parisienne ressemblait à des requins qui avaient senti l'odeur du sang. Les yeux qu'il admirait quelques minutes auparavant étaient désormais remplis de dégoût. Je regardais ce chaos, les bras croisés, dans l'ombre au fond de la salle. Mon visage n'affichait ni sourire ni signe de victoire, seulement la sérénité d'un officier ayant accompli sa mission. À ce moment-là, le rideau s'est ouvert sur le côté gauche de la scène.
Julien, toujours occupé à expliquer son problème à la foule, ne remarqua pas l'agitation derrière lui. Mais la salle, elle, la remarqua. Le brouhaha cessa d'un coup. Tout le monde retint son souffle. Chloé est montée sur scène. Elle ne portait pas de robe somptueuse, elle était vêtue d'une simple robe noire. Elle était à peine maquillée. Mais son attitude, son attitude. La jeune fille effrayée qui tremblait sur le bateau pendant cette nuit orageuse avait disparu. À sa place, il y avait une femme inébranlable qui avait revêtu son traumatisme comme une armure. Julien se retourna et la vit. Ses yeux faillirent sortir de leurs orbites. « Chloé !» dit-il d'une voix tremblante. « Ma chérie, tu es guérie. Regardez, elle est là. Mon amour, raconte-leur la vérité. Raconte-leur comment je t'ai sauvée. » Julien fit un pas vers elle et lui tendit la main, comme si le simple fait de la toucher allait le réveiller de ce cauchemar. Chloé ne recula pas. Elle ne cligna pas les yeux. Elle porta le micro à ses lèvres. Contrairement à Julien, sa voix était calme, claire et glaciale. « Tu ne m'as pas sauvé, Julien, » dit-elle. Sa voix résonna dans toute la salle. « Tu ne t'es sauvé que toi-même. C'est toi qui m'as jeté sur ces radeaux, face aux vagues, juste pour trouver un meilleur ancrage. » Le visage de Julien devint rouge écarlate. « Non, tu es en état de choc, tu ne sais pas ce que tu dis. Les médecins l'ont dit, tu souffres d'amnésie. » Chloé secoua la tête avec un sourire amer. « Ma mémoire est intacte, Julien. Elle est tellement intacte que je me souviens même du contrat de confidentialité que tu as essayé de me faire signer à l'hôpital par l'intermédiaire de ton avocat. Je me souviens des 20 000 € que tu m'as proposés pour que je me taise. C'était ça le prix de ma vie pour toi? Une valise remplie d'argent et mon silence ?» Des cris de stupéfaction s'élevèrent dans la salle. « Scandale !» hurla quelqu'un au premier rang. Julien perdait son sang-froid. Il était comme un rat acculé, et les rats acculés attaquent. « Elle ment !» a crié Julien en s'avançant vers elle. « Cette femme est une maître chanteuse, elle collabore avec l'amiral, ils ont comploté contre moi. » Il tenta de lui arracher le micro des mains. C'est à ce moment-là que Julien perdit toute crédibilité. Tenter de commettre des violences physiques sur une femme, sur scène, devant centaines de personnes. Deux hommes en civil qui attendaient au bord de la Seine, le major Renard et le sergent-chef Vincent, apparurent soudainement. Vincent, avec son physique imposant, se dressa devant Julien comme un mur. Julien heurta Vincent et tomba à terre. Vincent ne le releva pas en le saisissant par le col. Il se contenta de le regarder de haut. C'était le même homme que celui qui l'avait jeté à la mer depuis l'hélicoptère cette nuit-là. « Ne me touche pas !» dit Vincent d'une voix si forte qu'on l'entendait même sans micro. « Si tu fais un pas de plus, je ne te sauverai pas cette fois. » Julien resta allongé sur le sol, son smoking froissé et les cheveux en bataille. Chloé lui jeta un dernier regard. Ce regard ne contenait aucune haine, seulement de la pitié. La profonde déception de voir à quel point l'homme qu'elle avait aimé autrefois était en réalité insignifiant. Chloé posa le micro par terre. Cette voix grave était le dernier clou enfoncé dans le cercueil de la carrière de Julien. Elle se retourna et quitta la scène. La foule s'écarta spontanément pour lui laisser le passage. Personne n'applaudit, car ce n'était pas un spectacle, c'était la réalité pure et brute qui exigeait le respect. Je sortis de l'ombre, je m'approchai de Chloé. Elle me regarda, les yeux remplis de larmes, mais elle ne pleurait pas. « C'est fini ?» m'a-t-elle demandé dans un murmure. « Non », ai-je répondu en la prenant par le bras pour la conduire vers la sortie. « Ce n'était qu'un avant-goût, Chloé. Le vrai film commence maintenant. Le film sur la justice. » Derrière nous, nous pouvions entendre les cris de Julien, toujours assis par terre sur la scène, que les agents de sécurité tentaient de traîner dehors. « Je suis Julien de Valois. Vous ne pouvez pas m'emmener comme ça. Je veux mon avocat. Vous allez tous voir. » Lorsque nous sommes sortis de l'hôtel, l'air frais de Paris nous a frappés au visage. La pluie avait cessé. Le ciel était dégagé. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que le fait de voir la justice rendre son verdict vous soulage, ou est-ce qu'une petite voix en vous vous dit « J'aurais préféré que nous n'allions pas aussi loin ?» Ma réponse est claire. Le mal ne guérit pas quand on lui montre de la pitié. Cela ne fait que le rendre plus audacieux. C'est pourquoi, si vous êtes dans votre droit, allez jusqu'au bout. Ne levez pas le pied de l'accélérateur, car s'ils étaient à votre place, ils n'auraient pas freiné. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Je me suis tournée vers Chloé. « On y va », ai-je dit. « Où ça, mon amiral ?»« Au parquet »,
ai-je répondu en ajustant ma veste. Nous avons entre les mains une tentative de meurtre, un abandon de personnes en danger, une tromperie des autorités publiques et bien sûr, une facture impayée. Elle a souri. Cette fois, c'était un sourire sincère. Et je pense, dit Chloé en montant dans la voiture, que j'ai encore quelques histoires à raconter, à propos de ces comptes bancaires secrets. Je pris le volant. Je démarrai le moteur. Je jetai un dernier regard à l'hôtel dans le rétroviseur. Les lumières n'étaient pas éteintes, mais celle de Julien s'était éteinte à jamais. Il fallait maintenant prouver que ces 50 000 € n'étaient qu'un début. Le lendemain matin, Paris s'est réveillé sous un ciel gris, mais les kiosques de journaux étaient en feu. Les gros titres étaient comme des bidons d'essence déversés sur la vie fastueuse de Julien. Le Figaro, le fils du soleil plongé dans les ténèbres. Libération, héros ou monstre, nuit scandaleuse au Ritz. Et mon préféré, le Canard enchaîné. L'amiral a coulé, le fisc va l'étouffer. Une tasse de café noir à la main, j'attendais dans les couloirs immenses et froids du tribunal de Paris. Chloé était à mes côtés. Elle avait troqué sa robe noire de la veille pour un jean et un pull confortable, mais son regard combatif était toujours là. Julien était à l'intérieur, sa garde à vue avait été prolongée. Une armée d'avocats arpentait les couloirs en criant au téléphone pour joindre quelqu'un. Mais en vain. La vidéo de la nuit dernière avait été vue 50 millions de fois sur les réseaux sociaux. Aucune agence de relations publiques, aucune cellule de crise ne pouvait réparer les dégâts. La porte s'ouvrit et un jeune assistant du procureur nous invita à entrer. « Amiral Béjot, Madame Chloé, le procureur général vous attend. » Lorsque nous sommes entrés dans la pièce, l'homme aux cheveux gris et un regard sévère assis derrière son bureau a levé la tête de la pile de dossiers devant lui. Le procureur général Dupont, un vieux de la vieille, il détestait les célébrités et aimait les lois. « Asseyez-vous, dit-il en retirant ses lunettes. « Amiral, merci pour vos enregistrements d'hélicoptère. L'accusation d'abandon de personnes en danger est acquise. Mais... » Il ferma le dossier et regarda Chloé. « Madame, ces irrégularités financières dont vous parlez dans votre déclaration, ce sont des allégations graves. Monsieur Valois a déclaré ce matin dans sa déposition qu'il s'agissait simplement des divagations d'un ancien amant jaloux. » Chloé sourit. Elle sortit de son sac un épais cahier relié en cuir et une clé USB. Elle les posa doucement sur le bureau, devant le procureur. Ce bruit, ce clic, était le bruit de la fin de la vie de Julien. « Monsieur le procureur, dit Chloé, Julien disait toujours « soyez transparent » lorsqu'il présentait la météo, mais lui-même vivait derrière un voile de fumée dès qu'il s'agissait d'argent. Dans ce carnet, vous trouverez les numéros de compte de ces sociétés écrans aux îles Caïmans, et sur cette clé USB, les relevés bancaires prouvant qu'il a transféré les dons de la fondation sur son compte personnel. Le procureur Dupont haussa les sourcils. Il prit la clé USB et la retourna dans tous les sens. Les dons de la fondation ? Oui, répondit Chloé. La fondation Les Gardiens des Mers d'hier soir. 80% des fonds collectés étaient facturés à la société de Julien sous le nom de frais de consultation. Il a payé les mensualités de son bateau, ses montres de luxe et même son smoking d'hier soir avec l'argent récolté pour les orphelins et les victimes. Je voudrais m'arrêter ici pour vous poser une question très importante. Lorsque vous êtes en couple, dans quelle mesure connaissez-vous la situation financière de votre partenaire ? Croyez-vous au mensonge selon lequel on ne parle pas d'argent en amour ? N'y croyez pas, car la manière dont une personne gagne et dépense son argent est révélatrice de sa personnalité. Si votre partenaire cache ses dépenses et mène une vie luxueuse avec des revenus d'origine incertaine, méfiez-vous. Un jour, vous pourriez devoir payer la facture de ce luxe. Chloé s'en est rendue compte trop tard, mais elle a réagi à temps. Le procureur Dupont a commencé à examiner les documents apportés par Chloé. Au fur et à mesure qu'il tournait les pages, son visage est devenu de plus en plus grave et il a même changé de couleur. « Ceci, murmura-t-il, ce n'est pas seulement une escroquerie, il s'agit d'évasion fiscale aggravée et de détournement de fonds. Nous parlons de millions d'euros. » Il décrocha son téléphone interne, appelait la brigade des délits financiers, tout de suite, et préparait une décision pour saisir tous les biens de Julien de Valois, son bateau, ses maisons, ses voitures, ses comptes bancaires, tout, jusqu'à ses sous-vêtements. Je me tournai vers Chloé. Nos regards se croisèrent. Je pouvais voir le poids énorme qui pesait sur ses épaules s'envoler. « Il y a encore une chose, monsieur le procureur, dis-je en intervenant. Je sortis de mon sac la fameuse facture, la créance de l'État. »
Le procureur prit la facture, regarda le montant et sourit pour la première fois. 50 000 €, frais de carburant et de personnel. Ne vous inquiétez pas, amiral, l'État recouvre toujours ses créances. Je vais même ajouter cela à la liste des dettes prioritaires. À ce moment-là, nous pouvions voir l'intérieur de la salle d'interrogatoire grâce au miroir sans teint. Julien se rongeait les ongles. L'homme fier et arrogant avait disparu, remplacé par un enfant effrayé. Lorsque la porte s'est ouverte et que 2 policiers sont entrés et lui ont parlé de crimes financiers, voir la détresse du visage de Julien, ça n'avait pas de prix. Il s'est levé d'un bond. Quel délit financier, quel argent! Chloé, c'est ce serpent qui t'a raconté ça? C'est moi qui l'ai créé, il n'est rien, cria-t-il vers le vitre. Il ne pouvait pas nous voir, mais il savait que nous étions là, que nous le regardions. Quand nous sommes sortis du tribunal, il était midi. Le soleil brillait. Le vrai soleil, pas le faux soleil de Julien. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda Chloé. « Maintenant, répondis-je en mettant mes lunettes de soleil, nous allons assister à la chute des dominos. D'abord, ses sponsors vont se retirer, ensuite la chaîne va résilier son contrat, puis ses maisons vont être saisies, et enfin les caméras qu'il aime tant ne le filmeront plus qu'à un seul endroit, dans le fourgon de police. « Et la dette » demanda Chloé. « Les 50 000 €. Je ris. Cet argent n'est plus que symbolique, Chloé. Pour Julien, le véritable prix à payer n'est pas cela. Le véritable prix à payer, c'est la réputation qu'il a perdue. Aucun crédit bancaire ne pourra le lui rendre. Mon téléphone sonna. C'était le major Renard. Il avait l'air joyeux. « Amiral, avez-vous vu les nouvelles? Ils cherchent un nouveau présentateur pour la météo sur la chaîne de Julien. Et devinez qui ils envisagent. »« Qui ?»« Pas vous, bien sûr, monsieur, » répondit Renard en riant, « mais un jeune océanographe que vous recommanderiez. » Alors que nous montions dans la voiture, le téléphone de Chloé vibra. Ce n'était pas une notification de la banque, c'était un message de l'avocat de Julien. « Nous voulons trouver un accord. S'il vous plaît, tout ce que vous voulez. » Chloé me montra le message. « Que dois-je répondre ?» Je lui pris le téléphone des mains. « Rien, » ai-je répondu. « Ne pas répondre est la réponse la plus forte que vous puissiez donner. » Je démarrai le moteur. L'empire de Julien s'était effondré. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Il fallait une scène finale à cette histoire. Une finale telle qu'aucun fils du soleil n'oserait plus jamais manquer de respect à la mer et aux femmes. « Tu es prête, Chloé » ai-je demandé. « Il est temps de récupérer ce qui reste de ce navire coulé. »« Où allons-nous, amiral ?»« À l'endroit qui lui fait le plus peur, » répondis-je, au milieu du peuple. La salle numéro 9 de la célèbre salle des ventes parisienne Hôtel Drouot était plus bondée que d'habitude ce jour-là. Mais cette foule n'était pas composée d'amateurs d'art ou de collectionneurs. Les gens ici étaient venus piller les restes d'une star autrefois brillante à la télévision. L'odeur qui flottait dans l'air n'était pas celle des vieux livres ou des meubles en bois. C'était une odeur de sauvagerie pure, le plaisir primitif de voir la chute d'un empire et d'en acquérir un morceau à bas prix. Chloé et moi étions assis au dernier rang. Il n'y avait pas de tristesse sur le visage de Chloé, seulement un étrange soulagement. C'était comme si le lourd fardeau qu'elle portait depuis des années était maintenant distribué morceau par morceau à d'autres. Le commissaire-priseur, debout sur la tribune, a frappé son marteau. Lot 142, fauteuil de capitaine en cuir de crocodile, fabriqué sur mesure, récupéré sur le bateau l'Éternel Été. Prix de départ, 200 €. Des rires étouffés s'élevèrent dans la salle. Ce siège, que Julien appelait autrefois mon trône, sur lequel il s'asseyait pour siroter son champagne, était maintenant déformé par l'eau salée, le cuir craquelé, et vendu au prix d'un canapé d'étudiant. 200 €, 220, adjugé. Le marteau tomba. Le trône de Julien fut adjugé à un antiquaire parisien. Il allait probablement le mettre dans la vitrine de son magasin sous le titre « Objet édifiant ». Je voudrais ici interrompre la vidéo pour vous poser la question suivante. Les objets que vous possédez vous appartiennent-ils vraiment ou êtes-vous à leur service? Lorsque votre voiture que vous aimez tant, votre montre coûteuse disparaîtront, que restera-t-il de vous? Si votre réponse est rien, alors ces objets sont vos maîtres. C'était l'erreur de Julien. Il avait fondé son existence sur des objets, et maintenant ces objets étaient devenus des jouets entre les mains d'inconnus. C'était au tour de l'objet dont Julien était le plus fier. Lot 155, dit le commissaire-priseur. Statue en plaqué or 18 carats, conception spéciale, prix Soleil d'or. Elle a été remise à M. Valois l'année dernière en tant que prix du visage le plus fiable de l'année. Un éclat de rire retentit dans la salle. « Fiable » s'écria quelqu'un, « il faudrait le fondre pour fabriquer de la fausse monnaie. »
À ce moment-là, une bousculade éclata à l'entrée de la salle. Un homme aux cheveux et à la barbe émaillée, vêtu d'un manteau froissé, fit irruption dans la salle, malgré les efforts des agents de sécurité pour l'empêcher. C'était Julien. Mais ce n'était pas le Julien star de la télévision. C'était un fantôme aux yeux cernés, au visage émacié et aux mains tremblantes. Il avait été libéré sous caution, mais sa véritable prison était son propre esprit. « Vous ne pouvez pas vendre ça. Ce prix est à moi. Je l'ai gagné à juste titre. » Le commissaire-priseur le regarda par-dessus ses lunettes. « Monsieur Valois, veuillez sortir. Ces objets appartiennent désormais à l'État. Ils ont été saisis pour rembourser vos dettes. » « Non !» Julien se précipita dans le couloir vers son prix. « Cette statue en or. C'est à moi. C'est mon soleil. » Les agents de sécurité l'attrapèrent par les bras. Julien se débattait. L'homme qui autrefois avait été acclamé par des millions de personnes pleurait maintenant comme un enfant devant 200 personnes. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis Julien de Valois. Tout le monde me connaît. » À ce moment-là, Chloé se leva. Elle leva le numéro qu'elle tenait dans sa main. « 50 €, dit-elle d'une voix claire. La salle se tut. Tout le monde se retourna vers nous. Julien se figea en voyant Chloé. Il s'effondra dans les bras des agents de sécurité. « Chloé » murmura-t-il. « Tu l'achètes pour moi? Tu m'as pardonné ?» Une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. C'est la plus grande caractéristique des narcissiques. Quoi qu'ils fassent, ils croient qu'ils finiront par être pardonnés et aimés à nouveau. Le commissaire-priseur était surpris. « 50 €? Y a-t-il d'autres enchères ?» Personne ne répondit. Tout le monde ressentait le poids dramatique de cette scène. « Vendu, 50 €, à la dame au fond. » Le commissaire-priseur apporta la statue à Chloé. Julien regardait Chloé avec des yeux pleins d'espoir. « Merci, merci mon amour, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. » Chloé prit la statuette dans ses mains. Elle en évalua le poids. Puis elle s'avança lentement vers Julien. Julien tendit les mains. Mais Chloé ne lui donna pas la statue. Elle se dirigea vers la grande poubelle qui se trouvait juste à côté de nous, sur laquelle était inscrit « Recyclage déchets métalliques ». Et elle jeta la statue Soleil d'or dans la poubelle, devant tout le monde, dans un grand bruit. Boum! Le bruit résonna dans la salle. « Ce prix était fou, Julien, » dit Chloé en regardant Julien dans les yeux. « Tout comme toi. Il est vide à l'intérieur et seulement brillant à l'extérieur. C'est là que tu mérites d'être. » Julien poussa un cri. Ce n'était pas un cri de douleur, mais un cri provenant de la déchirure de son ego. Il s'effondra sur le sol. Je m'approchai de lui, je me penchai. « Tu sais, Julien, lui dis-je, en navigation, sauver un navire qui coule coûte cher, mais enlever l'épave coûte encore plus cher. Ce que tu as vu ici aujourd'hui, c'est ton travail d'enlèvement d'épave. » Je sortis une pièce d'1 € de ma poche. Je la jetai devant lui, sur le sol. « C'est de moi, lui ai-je dit. Peut-être que tu t'achèteras une nouvelle vie, mais cette fois, que ce soit une vie dont tu pourras payer la facture. » Les agents de sécurité ont emmené Julien dehors, en pleurs et en proie à des délires. La salle était silencieuse, comme après la fin d'une pièce de théâtre. Plus personne ne riait. Parce que ce n'était pas drôle, c'était la justice dans ce qu'elle a de plus froid et de plus tranchant. Quand nous sommes sortis, la pluie avait cessé. Chloé a pris une profonde inspiration. « Je suis libre, dit-elle, vraiment libre. »« Pas encore, » ai-je répondu en regardant le ciel. « Il reste une dernière étape. Nous devons terminer cette histoire là où elle a commencé. »« Où ça ?»« Au bord de la mer, » ai-je répondu. « Mais cette fois, il n'y a pas de tempête, il n'y a que nous. » Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire, mes amis. Julien est fini. Son empire a été vendu. Son ego a été jeté à la poubelle. Mais l'amiral Beujot n'a pas encore dit son dernier mot. Car à la fin de chaque opération réussie, un bilan est dressé. Et c'est ce bilan que nous allons faire à la fin de cette histoire. Si vous êtes prêts, nous levons l'ancre pour la finale. Nous sommes à Brest, au pied du phare de Pointe-Saint-Mathieu. C'est l'extrémité occidentale de la France. Devant nous, il n'y a que l'immensité de l'océan Atlantique. Le vent souffle fort ici, mais il est pur. Il ne contient ni mensonges, ni faux parfums, ni ego sale. J'ai 2 tasses de café chaud dans les mains. J'entends une à Chloé, assise à côté de moi. 6 mois se sont écoulés depuis les événements. Chloé sourit en prenant le café. Son visage pâle a disparu, remplacé par une couleur saine, rosie par le vent marin. Elle n'est plus l'accessoire de Julien, mais la capitaine de sa propre vie. « Tu as entendu les nouvelles ?» me demande-t-elle en regardant l'océan.
Oui, répondis-je en buvant une gorgée de café. Il a été condamné à une peine de travaux d'intérêt général par le service de nettoyage de la ville de Marseille. Il nettoie les plages. Nous avons tous les deux souri légèrement. Le sens de l'humour du destin était formidable. Julien de Valois, qui disait autrefois « la mer est mon terrain de jeu », ramassait désormais les déchets laissés par les touristes au bord de cette même mer. De plus, il ne portait pas son smoking coûteux, mais un gilet orange de la municipalité. Il n'y avait ni caméra, ni applaudissements. Il n'y avait que lui et son sac poubelle. Julien avait perdu non seulement ses biens, mais aussi son nom, son trésor le plus précieux. Désormais, lorsqu'on tapait son nom dans Google, les mots « escroc » et « menteur » apparaissaient à la place de « météorologue ». C'était la plus grande punition que l'ère numérique lui avait infligée. Une tâche numérique éternelle. Tu sais, amiral, dit Chloé, je ne lui en veux même plus. Je suis juste triste pour lui. Comment un homme qui a tout peut-il être aussi vide ? Le vide, répondis-je, est le carburant de certaines personnes, Chloé. Elles essaient de combler ce vide en elles par les applaudissements extérieurs. Mais lorsque les applaudissements cessent, ce vide les engloutit. À ce stade, alors que la vidéo touche à sa fin, je voudrais m'adresser à vous une dernière fois. Il peut y avoir dans votre vie des gens qui brillent comme Julien, mais qui ne réchauffent pas. Ne vous laissez pas tromper par leur lumière. La vraie valeur ne réside pas dans votre éclat, mais dans votre capacité à rester solide lorsque la tempête éclate. Voulez-vous être un feu d'artifice ou un phare ? Les feux d'artifice attirent l'attention de tous, mais ils se transforment en cendres 1 minute plus tard. Les phares, quant à eux, sont silencieux, discrets, mais ils sauvent les navires. Moi, l'amiral Bérénice Bejo, j'ai choisi d'être un phare toute ma vie. Et maintenant, cette jeune femme assise à côté de moi avait allumé sa propre lumière. Chloé avait décidé d'étudier la biologie marine grâce à l'argent de l'indemnisation qu'elle avait reçu après le naufrage de Julien. « Je t'ai apporté quelque chose », lui dis-je en sortant l'enveloppe de ma poche. Chloé était surprise. « Qu'est-ce que c'est ? Encore une facture ?» J'ai ri. « Non, c'est un reçu. » Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait le reçu de la fameuse opération de sauvetage de 50 000 €. Il avait été prélevé par l'État sur les comptes gelés de Julien, mais il y avait une note en dessous. À la demande de l'amiral B. Bejo, cette somme a été reversée au fonds de bourse d'études pour les jeunes femmes suivant une formation maritime. Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. Elle me serra dans ses bras. Cette fois, ce n'était pas comme une victime, mais comme une sœur, comme une enfant. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que, répondis-je en lui caressant les cheveux, cet argent était sale. Mais maintenant, il servira à former les futures femmes capitaines et océanographes. L'arrogance de Julien se transformera en force pour d'autres femmes. Ce sera sa seule et plus grande contribution au monde. » Le soleil se couchait sur l'Atlantique, peignant le ciel de couleurs violettes et orangées. Mon téléphone vibra. Une notification du centre METOC de Brest. « Amiral, un nouveau système dépressionnaire se forme au-dessus des Açores. Votre rapport est attendu. » Je finis mon café et me levai. « Il est temps d'y aller, Chloé, » dis-je en finissant mon café. « La mer n'attend pas. »« Je viens avec vous, » dit Chloé d'une voix déterminée. « J'ai beaucoup à apprendre avant la rentrée. » Nous marchâmes ensemble vers le phare. Derrière nous, le soleil se couchait. Devant nous, de nouvelles tempêtes, de nouveaux combats et de nouvelles victoires nous attendaient. L'histoire de Julien de Valois était terminée, mais la veille de l'amiral Bérénice Bejo ne s'arrêterait jamais. Car en mer, comme dans la vie, les tempêtes ne s'arrêtent jamais. Ce qui importe, c'est de savoir qui tient la barre dans la tempête. Et dans cette histoire, le gouvernail était toujours entre nos mains. Si cette histoire a réveillé en vous cette force silencieuse, si vous êtes prêt à allumer votre propre phare contre les faux solèges de votre vie, partagez cette vidéo. Que votre voix soit plus forte que les vagues de l'océan, et vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant la vidéo.